l'impression qu'on n'allait peut-être pas assez loin dans les approches qu'on menait pour bien comprendre les émergences infectieuses. Et donc, j'ai été vers ces postdoctorats créés par Bruno Latour, qui sont des postdoctorats de sciences humaines et sociales, interdisciplinaires, et où j'essaie d'amener des approches un peu plus réflexives autour de l'approche One Health et des choses comme ça, et d'aller encore un peu plus loin. Donc, le but aujourd'hui, ma présentation, c'est penser la santé depuis les territoires. L'approche One Health, c'est au-delà, et puis des expérimentations pratiques aux réflexions théoriques. On va essayer d'aborder un peu tout ça. D'abord, donc, de vous parler d'épidémies et de maladies infectieuses, parce que c'est quand même ce sur quoi je travaille, même si vous verrez que le One Health, l'approche Une seule santé, c'est pas seulement les maladies infectieuses. On approchera cette approche One Health, on parlera de ses limites et on essaiera d'aller au-delà et de voir qu'est-ce qu'on peut proposer, à mon sens, pour aller au-delà, en passant par quelques approches pratiques et des réflexions théoriques. Le but aussi, dans la deuxième partie de cette présentation, c'est aussi un peu de réfléchir ensemble à quelles recherches on invente face aux changements globaux, et parce que je pense que c'est aussi important d'élargir un peu. Ça me concerne moi en santé, mais je crois que ça nous concerne toutes et tous, et ça fait partie des questionnements que vous vous posez aussi au sein de cet observatoire. Donc, on commence dans le vif du sujet avec les maladies infectieuses émergentes. Et on est dans ce qu'on peut appeler une épidémie d'épidémies, parce que l'année 2024 a été absolument prolixe en termes d'émergence infectieuse. On a eu donc une urgence de santé publique de portée internationale avec le Mpox, la maladie sur laquelle je travaille en Afrique, qui pourrait nous concerner aussi dans les mois à venir. On a eu la plus grosse épidémie de dengue, qui est donc une maladie transmise par des moustiques, et notamment le moustique tigre, en Amérique du Sud, où les hôpitaux ont été complètement débordés, le système économique a été aussi un peu atteint. C'est la première fois que c'était aussi important. Il y a eu l'émergence d'un nouveau virus qui s'appelle Oropush, qui était un peu connu, mais qui là est en train de s'expandre aussi en Amérique du Sud. Et puis, on a ce dont vous avez dû entendre parler quand même, la grippe aviaire H5N1, qui, après avoir décimé les colonies d'oiseaux sauvages, après avoir aussi eu un impact sur des mammifères sauvages tels que les veaux marins au Chili, ou des grizzlies ou des renards, est désormais passé dans le compartiment des vaches domestiques aux États-Unis, avec une contamination du lait et une contamination des travailleurs agricoles de ces fermes. Les chats ont aussi été atteints et vous voyez qu'on est un peu en pré-pandémie, tout le monde est un peu tendu, même si tout se passe tout doucement. C'est une maladie qui arrive au ralenti et on ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais c'est assez préoccupant. Je ne parle pas du tout, il y a aussi des maladies qui touchent plus le règne animal, comme la fièvre catarrhale ovine. Donc, ces maladies infectieuses émergentes, on appelle ça des zoonoses quand elles sont transmises des animaux aux humains et qu'elles circulent entre animaux humains, ou des maladies vectorielles, et quand on dit vectorielles, c'est transmis soit par des moustiques, soit par des tiques, par exemple, et qu'elles circulent entre les compartiments du vivant. Vous voyez que c'est 60% des maladies émergentes qui sont zoonotiques et que beaucoup des maladies qu'on a chez nous sont des maladies d'origine animale. Ces maladies, elles ont toujours existé. Il n'y a pas, même mon graphique ne va pas assez loin, mais il y a toujours eu des maladies qui passaient des animaux aux humains. Le problème, c'est que, vous voyez, on est dans cette toute petite fenêtre et qu'il y a une multiplication de ces maladies émergentes dans les dernières années. Quels sont les déterminants de ces maladies infectieuses émergentes? Je en parle maintenant parce qu'après, vous allez voir, on va suivre un peu un autre processus. Le plus important et le plus reconnu, c'est l'usage des terres, l'artificialisation, la déforestation, la conversion des terres en terres agricoles ou en plantations. Ça, c'est vraiment le plus impactant. Et en lien avec ça, les pertes de biodiversité et la 6e extinction des espèces. Et ce graphique, je le mets souvent parce qu'il est quand même absolument intéressant. Donc, au néolithique, 99% de la biomasse sur Terre était des mammifères sauvages. Et désormais, et c'est peut-être même pas le actuellement et sûrement ancien, on est à 1% de biomasse qui est d'espèces sauvages, 67% de bétail et 32% d'humains. Donc vous voyez, quand il se passe des choses de cet ordre de grandeur-là, il y a forcément des conséquences. Autre déterminant, bien sûr, le commerce d'animaux sauvages, la chasse et le commerce légal et illégal international. Les transports internationaux, qu'il s'agisse de transports commerciaux ou de transports humains, simplement. Et puis le réchauffement climatique, je brosse un peu à la rentrée, mais ce réchauffement climatique qui fait, par exemple, monter les vecteurs de certaines maladies comme les tiques ou les moustiques en altitude, en latitude, et qui impacte des gens au préalable non impactés. Autre chose qui impacte sur notre santé, je ne vais pas y aller en détail, mais c'est bien sûr les limites planétaires et toutes celles qui sont en train d'être franchies et qui ont des impacts sur les maladies infectieuses, mais également sur d'autres aspects de la santé. Je ne vais pas détailler ici, vous pouvez retrouver ce graphique.
Face à toutes ces émergences infectieuses, on est dans un paradigme, on va dire, la façon dont on gère ces épidémies et dont on les prend en charge en termes de recherche et d'intervention, qui est ce qu'on peut appeler une conception biologique universalisante, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des approches médicales et biologiques, voilà, c'est ce qui est le plus dominant en termes de santé, dans des approches donc, qui sont centrées sur l'agent infectieux, qui considèrent qu'un agent infectieux égale une maladie et qu'on peut y apporter une solution un peu universellement. Et je ne fais pas que critiquer ça, hein. Je suis bien contente d'avoir des médicaments et des vaccins qui fonctionnent pour tout le monde et dont on aurait accès pour tout le monde. Par contre, je pense que c'est un paradigme un peu limitant et on va voir par la suite pourquoi. Cet agent infectieux, il est considéré spontanément comme pathogène et donc comme nuisible, en tout cas quelque chose dont il faudrait se débarrasser. Et puis, on est dans un paradigme, Patrick le disait ce matin, réactif et curatif, c'est-à-dire que on est dans la temporalité de la crise et de l'urgence, on a un peu du mal à s'en détacher pour voir un peu plus loin et agir en préventif. Ça, c'est vraiment l'important. La deuxième partie, c'est aussi qu'on est dans ce qu'on peut appeler l'impérial du contrôle et de la gestion, hein, quelque chose de très humain. En fait, on est, ça c'est aussi un graphique que Patrick a fait traduire, qui est très intéressant. Vous voyez, ça c'est les zoonoses et donc le passage d'agents infectieux des animaux aux humains. Et en fait, il y a deux façons de voir les choses, entre guillemets. Il y a une façon qui est préventive et dont on va parler après, et puis une autre qui est de préparation et de réponse. Et en fait, on est vraiment dans ce paradigme de préparation et de réponse. C'est ce qu'on appelle la preparedness en anglais. C'est depuis les années 1980, où en fait, on vise à se préparer, à détecter le plus vite possible et à agir le plus vite possible contre des pandémies, en essayant de se préparer à tout ce qui est des scénarios qui pourraient nous arriver. C'est encore une fois quelque chose d'utile, on en a bien besoin vu tout ce qui nous arrive, et à la fois, ça induit le fait que souvent, on néglige les aspects préventifs, lutter contre les déterminants pour éviter que les maladies arrivent. Donc, pour dire autrement un peu la même chose, on va dire que dans les années 60-70, on était dans une période un peu d'euphorie de ces approches médicales et biologiques parce qu'on avait réussi à éradiquer la variole, vous savez, qui était grâce à la vaccination. On pensait pouvoir éradiquer le paludisme, qui est une maladie transmise par des moustiques, notamment en Afrique, grâce aux insecticides et à l'épandage large d'insecticides. Et puis, on pensait éradiquer les infections bactériennes grâce aux antibiotiques. Et en fait, les années 80 ont été un peu perturbantes parce qu'on s'est retrouvé face à des émergences de nouvelles maladies, notamment Ebola et le SIDA, bien sûr, qui sont des maladies zoonotiques à l'origine. Et puis, on s'est retrouvé face à des résistances aux insecticides, ce qui nous a posé beaucoup de questions et qui a fait des recrudescences de maladies infectieuses, et à une résistance aux antibiotiques. Donc, tout ce paradigme-là fait qu'on se retrouvait un peu plus embêté à devoir réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Je ne vais pas faire trop l'histoire comme ça, je vais plutôt la faire comme ça. Et on va dire, c'est aussi dans ce contexte très large qu'arrive l'approche Une seule santé, donc One Health, à la frontière entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes, qui arrive donc là fondée, on va dire, en 2000-2004, dans un contexte d'épidémie qui a touché des oiseaux et des humains, où là, on a commencé à se dire « Ah, il faut quand même lier les choses ». Après, elle ne sort pas de nulle part. Si on fait l'historique de long terme, on peut se dire que la médecine hippocratique était déjà une vision One Health qui essayait de penser la santé au sein d'un territoire, etc. Et puis, depuis les années 60, les médecines humaines et les médecines vétérinaires s'étaient déjà rejointes pour penser ensemble les maladies qui touchaient les deux compartiments. Par contre, l'approche One Health, c'est quand même une nouveauté en ce qu'elle propose une approche intégrée, systémique et unifiée de ces santé et qu'elle tente de décloisonner les silos, on l'a vu ce matin. Aussi en ce qu'elle reconnaît l'interconnexion du vivant et les interdépendances entre les compartiments du vivant et la complexité des crises. Et ça, c'est pas rien, parce que des fois, on avait tendance à voir les choses, je vous le disais, un peu un agent infectieux, une maladie, un traitement, et tout va bien. Donc, il y a eu une vraie interdisciplinarité, une vraie sortie des silos. Pour vous donner deux exemples rapides de qu'est-ce qu'il y aurait comme lien entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes, vous voyez peut-être ici, ça va vous rappeler des choses. Quel est le lien entre des zones déforestées en Chine, des chauves-souris, ceux qui perdent leur habitat, un patient qui est atteint d'une pathologie très respiratoire qui est en réanimation, des cerfs en Virginie qui sont atteints également d'une maladie, et puis des visons en Europe qui ont été atteints. Et vous voyez là, vous avez reconnu probablement le SARS-CoV-2 qui a circulé entre tous ces compartiments du vivant, et vous voyez bien l'interrelation entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Pour vous parler d'une autre maladie et vous donner un exemple de ce qu'est une approche One Health, on va faire le même exercice. Quel est le lien entre
ces personnes qui ont présenté en mai 2022 en France des symptômes à type, vous voyez, de petites lésions vésiculeuses, entre des écureuils en Afrique qui présentaient eux-mêmes ces lésions, cet enfant africain qui est atteint d'une forme plus grave, mais également avec des lésions. Vous ne l'aurez pas reconnu peut-être, mais il s'agit du Mpox, donc variole du singe, qui est une maladie zoonotique, qui était une maladie à l'origine africaine, transmise à partir d'un réservoir animal qui est pour l'instant pas complètement déterminé, mais qui serait sûrement les petits écureuils que je vous ai montrés. Et qui, après, donc il faut un contact avec ce petit écureuil pour être malade, mais ensuite, il y a la possibilité d'une transmission interhumaine. Donc, vraiment une zoonose dont on ne connaît pas parfaitement le réservoir. Encore une fois, on voit le lien entre la santé des animaux, des écosystèmes et des humains. Pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est une approche One Health en concret, qu'est-ce qu'on fait en recherche quand on fait ça, je vais vous parler donc de ma thèse d'épidémiologie juste sur cette diapo, où en fait on a monté tout un projet autour de cette maladie, en préventif pour le coup, parce qu'elle n'était pas encore arrivée, enfin elle touchait des gens déjà en Afrique, mais elle n'était pas encore arrivée en Europe, parce que c'était en 2018. Et le but, voilà, l'approche One Health, c'est d'essayer d'aller étudier à l'interface et dans toute la complexité une zoonose. Pour ça, donc, moi, j'ai fait particulièrement la partie épidémiologie humaine, où j'allais regarder l'historique de toutes les épidémies depuis 20 ans pour savoir où elles se produisaient, chez qui et qu'est-ce qui se passait, quels étaient les facteurs de risque chez ces personnes-là et l'évolution de cette maladie. Ensuite, il y avait toute une partie virologie pour essayer d'améliorer les tests diagnostiques quand même. Une partie zoologie où on essayait d'identifier le réservoir animal avec des personnes du Muséum d'histoire naturelle, où on l'a fait à la fois par des prélèvements animaux pour essayer de chercher le virus, à la fois par des comparaisons de niches écologiques du virus et de niches écologiques de chaque animal susceptible d'être le réservoir. Et puis, aussi une approche originale, c'est on regarde des spécimens anciens d'écureuils de musée des années 1800 et on va voir s'ils ont du virus encore sur eux pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ensuite, il y avait une approche écologique qui visait à comprendre les environnements et à caractériser les environnements qui étaient favorables aux épidémies de monkeypox, voir s'il y avait eu des changements écologiques récents d'usage des terres, justement. Et puis, voilà. Et il y avait également une approche anthropologique qui visait à essayer de comprendre plus l'ethno-histoire des écologies et des pratiques humaines dans cette zone, et surtout à aller recueillir les représentations qu'avaient les gens sur les maladies elles-mêmes, ce qui est aussi important. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de ce que ça peut être une approche One Health d'une maladie. Ça n'a pas empêché l'émergence en 2022, mais ça permet de savoir, d'avoir plus d'informations sur les choses. En discutant à midi avec certaines personnes, je me suis dit que là, j'avais trop ciblé sur les maladies infectieuses émergentes et que je voulais juste vous donner un autre exemple de ce que ça peut être en dehors de maladies infectieuses émergentes. Donc, c'est ceux avec qui j'étais se reconnaîtront. En fait, une problématique One Health, c'est vraiment une problématique qui prend à la complexité et hors des silos de chaque discipline. Et donc, je vous montre juste le problème des algues vertes, par exemple. C'est une problématique qui devrait être interprétée d'une façon One Health, c'est-à-dire que ça touche la santé humaine et la santé animale. C'est en lien avec des pratiques et avec la santé des écosystèmes. Et ça devrait mobiliser toutes ces disciplines pour comprendre ensemble cette problématique et apporter d'autres solutions. Pareil pour les pesticides, où on sait que c'est aussi en lien avec la façon dont on s'occupe de nos écosystèmes, mais que ça rejaillit sur la santé humaine et la santé animale, bien sûr. Je ne vais pas plus détailler. Ces approches One Health, donc, vous voyez, c'est un vrai progrès, il s'est vraiment passé quelque chose, il y a un vrai défilotage des disciplines. Par contre, si on fait le bilan, alors ça c'est un article qui date un peu, parce que maintenant on est à 20 ans plutôt de l'approche One Health, et ça c'est un article qu'on avait fait avec Patrick qui était là ce matin. Voilà, on se pose un peu des questions sur ce One Health ou One Health washing, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer ce mot qui est mis partout dans tous les appels à projets, mais où en pratique, quels sont les vrais changements? Et on se le demande un peu. Ce qui reste problématique et les limites de cette approche, c'est vraiment qu'elle reste ciblée sur des priorités de sécurité sanitaire et dans une vision complètement anthropocentrée. C'est quand même encore la santé humaine qui est au-devant de tout et qui motive les financements. On est encore très siloté en médecine humaine, médecine vétérinaire, on réussit à être ensemble, mais par contre, l'environnement est vraiment le parent pauvre de cette approche. Depuis 2021, il y a eu l'entrée de la PNUE, donc de l'environnement au sein du One Health, et il y a beaucoup d'espoir de changement, mais je crois que pour l'instant, il ne se passe pas forcément grand-chose. En tout cas, voilà, il y a cette absence de la composante environnementale et écologique des maladies, de la prévention des déterminants des émergences. Et puis, il y a ce que vous devez constater aussi pour vos recherches, une difficulté à avoir une temporalité longue, alors qu'on a besoin de ça pour faire une recherche One Health de qualité, et puis un manque de formation à l'interdisciplinarité, parce que comme tout, ça s'apprend.
Ça, c'est juste pour dire, vous voyez, ça, c'était tous les experts du conseil scientifique initial du Covid et qui disaient, ben voilà, en fait, après 2 ans de pandémie, il faut qu'on traduise l'approche One Health en action parce que pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc, comme je vous le disais, en 2021, il y a quand même eu cette introduction du PNUE, donc de l'environnement, au sein du One Health avec les médecines vétérinaires et la médecine humaine, et la création de ce qu'on appelle le One Health High Level Expert Panel, et une nouvelle définition, on va dire, du One Health, donc quelque chose d'un peu plus ambitieux sur ces aspects environnementaux. C'était en 2021, pour l'instant, on n'a pas, voilà, on est encore là-dedans. Je ne vais pas vous parler de santé planétaire, on peut en parler après. Moi, ce vers quoi j'ai envie de vous dire, donc voilà, on vient de tracer un peu les limites de cette approche One Health, et surtout, en fait, l'impression que cette approche One Health, finalement, elle s'est intégrée au sein de ce paradigme de préparation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans cette deuxième partie, on est à essayer de détecter précocement et à agir, à envisager tous les scénarios possibles et à agir comme ça. Et donc, elle n'a pas, on va dire, elle n'a pas suffi à renverser vers la prévention. Et cet article est vachement intéressant. Il se pose la question, voilà, est-ce que nos systèmes actuels de détection sont aptes à répondre aux émergences infectieuses? Et en fait, on voit que 80% de ces systèmes sont basés sur, je vous dis, sur la prédiction précoce ou de la détection précoce et de la réponse, et seulement 6% sur de la vraie prévention. Ce schéma le montre peut-être encore plus. On est vraiment, voilà, on essaie de détecter au plus vite une émergence, mais on n'est pas sur le avant l'émergence. Et donc, cet article pose vraiment la nécessité de nouveaux systèmes de surveillance, et peut-être que ça fait tilt aussi avec vos prérogatives, puisque voilà, il parle d'une surveillance centrée sur les déterminants des maladies, et pas sur les maladies une fois qu'elles sont arrivées, et sur une surveillance multisectorielle et multirisque. Et dernière apport de cet article, c'est vraiment nous expliquer qu'en fait, on est encore, malgré le One Health, dans un cadre qui est biomédical et individuel, puisqu'on est centré pour les zoonoses sur le passage des animaux aux humains, alors qu'il y aurait vraiment besoin d'aller vers un cadre écologique qui remettrait cette relation animaux-humains au sein des écosystèmes dans lesquels elle se passe et qui remettrait la pleine responsabilité de l'empiètement humain sur ces écosystèmes. Et on voit bien que si on est dans un cadre ou dans un autre, on ne propose pas tout à fait les mêmes solutions. Donc tout ça, c'est un peu ce qui est aussi proposé par l'IPBES et dont nous a parlé Patrick ce matin, hein, qui vraiment, en octobre 2020, a sorti un rapport qui était déjà brillant, qui était juste, voilà, il faut agir sur les déterminants et les liens et affirmer ces liens entre écologie et santé et faire des politiques, enfin, de la conservation et des politiques écologiques, des politiques de santé. Je ne vais pas revenir dessus, avec la nécessité du changement transformateur. Encore un petit truc sur le One Health avant de passer à la suite. Ça, c'est un rapport qui vient de sortir par Sinon Virgule, qui est assez intéressant parce qu'il essaie vraiment de faire le point sur cette approche One Health 20 ans après, d'où elle est venue, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, sous le même mot sont mis plusieurs approches, et je crois que ça, c'est important, et plusieurs visions des choses. Il y a d'un côté le One Health comme juste une santé décloisonnée où tout le monde apprend à se parler, et puis voilà, ça, on l'a fait, c'est déjà le cas. Il y a le One Health comme santé planétaire, c'est-à-dire qui va un peu plus vers la santé au sein des limites planétaires. Mais celle qui m'intéresse surtout, c'est celle-là. Eux, ils appellent ça santé commune. Vous verrez, moi, je suis plutôt sur écologie de la santé, où en fait, pour obtenir ces objectifs One Health, il y a une nécessité de vraiment transformer nos rapports au vivant et nos façons de vivre pour vraiment être à la hauteur de ces objectifs. Ça, c'est un autre article qui dit un petit peu la même chose et qui montre que voilà, le One Health, c'est ici et peut-être qu'il faut aller vers des approches un peu moins anthropocentrées et, par exemple, l'écologie de la santé. C'est ça que j'ai envie de vous parler. Le but, en vous parlant d'écologie de la santé, je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est pas que cette approche devienne sur le devant de la scène, puisque le One Health a été accepté et il ne bougera pas. Il faut plutôt faire évoluer ce One Health au sein, voilà, reprendre ce mot, mais le faire évoluer. Moi, si je mobilise ça aujourd'hui, c'est parce que cette approche-là, elle va un peu plus loin, elle va vers des approches écologiques, écosystémiques et évolutives, on va en parler, et que ça me semble important que ces approches-là viennent nourrir les approches de santé, parce que ce n'est pas encore le cas chez mes collègues médecins ou mes collègues épidémiologistes. Donc, l'approche d'écologie de la santé, c'est une approche qui date, puisqu'en fait, dans les années 60, c'était déjà quelque chose qui était répandue, et puis elle s'est fait un peu effacer, justement, vis-à-vis de cette préparedness qui est arrivée, et puis de tous les apports biologiques, biologie moléculaire, etc.,
où la prévention a paru quelque chose de pas du tout innovant et pas du tout rigolo. Donc, elle s'est fait un peu bouler. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est assez important d'y revenir. Et juste quand on voit la définition, cette approche cherche à comprendre les déterminants de la transmission des maladies infectieuses émergentes dans leur écosystème d'origine et les évolutions récentes des territoires impliqués dans leur apparition. Donc, vous voyez, on est plus centré que sur la maladie, on se pose vraiment la question des causes. Et puis, je vais vous parler un peu, détailler un peu de tout ça, mais peut-être aussi ce qui est important, c'est qu'au sein de cette écologie de la santé, les valeurs véhiculées, c'est une participation des populations et puis des connaissances pour l'action et pour le changement, donc la recherche-action dont on parlera tout à l'heure. Juste trois points sur ce que me semble amener cette approche d'écologie de la santé et des approches qui devraient nourrir les approches de santé. La première, des approches évolutives, c'est-à-dire il y a le besoin qu'on nourrisse les approches médicales d'approches évolutives parce que, en fait, on est, comme on disait, Patrick le disait ce matin et qu'on en a parlé tout à l'heure, on est vraiment dans des crises successives, dans un état de crise permanent, et ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on peut prendre des décisions sur la longue durée, alors que les maladies sont une coévolution entre des espèces, entre des virus, entre des animaux et entre des humains. Donc il faut se remettre dans ces temps évolutifs longs. Et il se trouve que souvent, il y a des mesures qui sont prises qui peuvent être dans un premier temps favorables aux maladies, par contre, dans un second temps, nettement favorables à ce qu'il n'y en ait plus et à les prévenir. Donc ça, c'est aussi voilà, essayer de sortir de cette dynamique de temps court. C'est compliqué, notamment avec les approches politiques. Deuxième approche par lesquelles il me semble qu'il faudrait nourrir la santé, c'est des approches écologiques. Je vous l'ai dit, on est dans un cadre qui est plutôt biologique et universalisant, où on interprète les maladies de façon un peu universelle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin d'une vision reterritorialisée des émergences infectieuses et d'essayer de les comprendre à partir des territoires où elles arrivent, de regarder leurs déterminants dans les territoires. On va en parler un peu plus. Pour vous donner un exemple, ça c'est la répartition de plusieurs maladies en France. Là, c'est la maladie de Lyme. Là, c'est grippe aviaire, mais c'est pas la répartition, c'est un pronostic. Là, c'est l'échinococcose alvéolaire dont on a parlé ce matin. Là, c'est la leptospirose. Et là, c'est les antivirus. Peu importe les maladies, ce que vous voyez juste, c'est que toutes les maladies n'arrivent pas partout au même endroit tout le temps. Donc, il y a bien une raison. Il y a bien des choses qui interviennent dans ces maladies et il y a peut-être un intérêt à les étudier de façon territorialisée. Ça fait toujours réagir parce que c'est toujours vers ici. Hein. Je crois que je fais l'intervention, c'est toujours que je sais pas pourquoi, mais il y a un petit problème. C'est peut-être moi qui ai mal choisi les maladies. Tout ça pour dire quoi? Voilà, il y a une vraie importance. Enfin, vous voyez bien, quand on voit ces cartes, c'est pas réparti uniformément. Donc, cette répartition nous dit quelque chose des maladies. Il faut bien qu'on l'étudie pour comprendre ces maladies. Deuxième chose, on se rend compte qu'il y a le même environnement qui parfois accueille, on va dire, deux maladies différentes ou plusieurs maladies différentes. Et ça, c'est pareil. Pourquoi? Le meilleur exemple en ce moment, c'est le Mpox qui arrive en République démocratique du Congo, au Kivu. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est dans l'est de la RDC. Donc le Mpox vient d'arriver. Et il y a quelques années, Ebola était aussi dans cette même zone exactement. Quand deux maladies de cet ordre-là, zoonotiques, en lien avec les mêmes déterminants, arrivent au même endroit, il faut peut-être se poser des questions. Et c'est un parfait exemple, parce que le Kivu, c'est une zone en guerre civile depuis des dizaines d'années, une zone d'extraction minière absolument détruite, une zone où on fait venir des travailleurs de loin, donc sans leur famille, donc de la prostitution qui se crée. Donc on a des camps de réfugiés, donc on a le parfait terreau, à la fois pour une transmission zoonotique d'un animal à l'humain, puis pour la généralisation d'une épidémie entre humains. Donc vous voyez, c'est juste réfléchir à ça, et quand on regarde ça, on se pose la question de est-ce qu'il s'agit d'agents infectieux qui sont pathogènes eux-mêmes ou est-ce que ce n'est pas les environnements qui sont devenus pathogènes et qui favorisent plusieurs émergences. Ça, c'est juste pour rappeler, je ne vais pas détailler. Dernier apport, vous vous rappelez, mes trois apports, approche évolutive, approche écologique avec la reterritorialisation et puis approche écosystémique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de réinsérer ces maladies au sein des relations et des interactions. L'humain n'est pas tout seul, isolé, il est au sein d'un écosystème, il l'oublie de temps en temps, et au sein de réseaux trophiques. Et quand on regarde ça, on voit bien que si des maladies sont en lien avec des petits rongeurs, on l'a vu ce matin, ce qui impacte ces petits rongeurs, c'est à la fois la production primaire et de quoi ils peuvent se nourrir pour voir s'ils prolifèrent ou pas, et puis tout le réseau de prédateurs qui peuvent interagir pour réguler ces populations. Et vous voyez bien que notre santé, elle dépend de tout ça. Et ça, c'est important qu'on s'en rappelle. Je ne vais peut-être pas en parler plus que ça, mais c'est vrai que c'est des approches sur lesquelles j'aime bien insister. Voilà, c'est ce rôle des prédateurs en termes de santé humaine, parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident. Et cet article, il fait le point un peu mondialement.
Et c'est ici que c'est intéressant, où il montre par exemple le rôle de léopard ou le rôle de vautour dans la régulation de la rage canine chez les chiens. Donc les léopards parce qu'ils mangent des chiens féraux aux abords des villes, et donc en fait en mangeant ces chiens qui ont potentiellement la rage, ils évitent la maladie chez les humains, et les vautours parce qu'ils débarrassent aussi les carcasses dans ces zones-là. Donc juste essayer de comprendre un peu ce rôle des prédateurs. Je ne vais pas tout détailler parce que je n'ai pas le temps. Autre rôle, quand on entend prédateur, c'est plutôt donc résotrophique au sens large, parce que vous voyez qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, des prédateurs comme des oiseaux ou des chauves-souris mangent des moustiques adultes et donc permettent de limiter les maladies, ou que des amphibiens mangent des larves ou des œufs de moustiques et permettent également, éventuellement, de réguler ça. Donc, reprendre conscience de ces rôles du résotrophique en termes de santé. Donc, on a fait un peu le point. Vous voyez qu'il y a, en tout cas, beaucoup de personnes pensent qu'il y a besoin d'une évolution du paradigme, hein, de ce cadre biologique et médical universel qui, encore une fois, est nécessaire. Hein. Je veux qu'on ait des médicaments et des vaccins pour se préparer aux pandémies. Par contre, on a besoin que de l'argent soit mis ailleurs et qu'il y ait d'autres mesures qui soient mises en place. Et vous le voyez, ça c'est encore un article, encore un schéma qui sort d'un travail de Patrick, qui fait un gros travail de traduction. Vous voyez, on était dans un cadre où l'agent pathogène égale une infection égale une maladie, et on nommait toutes ces choses qui rentrent en jeu dans l'émergence infectieuse. Donc, se replacer dans un cadre écologique et essayer d'avoir des mesures de prévention à la fois globales pour plusieurs maladies, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, il y a des déterminants qui sont communs à plusieurs maladies, et à la fois adaptés à chaque contexte. Pour ça, ce qui est proposé, on va dire, c'est ce qu'on pourrait appeler une médecine depuis les milieux et depuis les paysages, donc plus centrée uniquement sur les individus et sur les agents infectieux, mais qui travaillerait à partir des paysages. C'est notamment avec deux concepts, un qui s'appelle la landscape épidémiologie, donc l'épidémiologie depuis les paysages, qui essaie de comprendre les signaux d'alerte et les symptômes depuis les paysages, et de comprendre les paysages comme une structure des dynamiques des communautés humaines, animales et végétales, et de comprendre les maladies à partir de ça. Et puis une autre qui est la landscape immunity, c'est-à-dire comment on créerait une immunité écologique ou paysagère contre ces maladies infectieuses, c'est-à-dire pas notre immunité à nous en tant qu'individus, mais une immunité collective et écologique. Je vais détailler tout ça rapidement. Je regarde quand même où on en est, parce que je vais avoir le temps de finir le reste. On est bon? Donc, ce qui est proposé serait une écologie de la santé comme paradigme de recherche d'une part et comme paradigme d'intervention d'autre part, avec, en termes de recherche, en fait, on ferait une surveillance intégrée avant le passage de l'agent infectieux des animaux aux humains à l'échelle du territoire, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas une seule maladie en silo, mais qu'on étudie tout un territoire, son fonctionnement, voir ses signaux d'alerte précoce pour détecter avant que les émergences arrivent. Et vous voyez que quand on fait ça, il y a une grande contribution du secteur de l'environnement, des naturalistes, des gestionnaires, des forestiers, des agriculteurs pour participer à cette surveillance. Donc la santé, elle n'est plus seulement aux mains des médecins, en fait, elle est plutôt aux mains du secteur de l'environnement. Et par exemple, citer l'exemple le plus connu, ça correspond à ce que fait Patrick avec le projet Carelli dont il vous a parlé ce matin. Mais je vais vous parler de Serge Morand, qui est aussi un écologue de la santé et qui travaille en Thaïlande, qui a été mentionné aussi ce matin, et qui depuis 10 ans en Thaïlande a créé un observatoire Une seule santé, donc le truc comme ça, où en fait, à l'échelle de cette communauté où il vit, hein, c'est aussi important, un chercheur qui est impliqué là où il vit et qui ne va pas juste en Thaïlande chercher puis qui repart, c'est aussi intéressant. Et en fait, il fait une surveillance à tous les niveaux. Il a commencé par surveiller les rongeurs et les parasites qu'ils avaient, mais il surveille également les chiens, tous les prédateurs avec des pièges photos. Il surveille l'évolution de l'usage des terres grâce à des cartographies. Il regarde l'épidémiologie humaine de certaines maladies comme la leptospirose. Il inclut les populations locales pour faire des représentations spatiales de leur territoire et des risques infectieux. Et puis, voilà, il étudie tout ça sur 10 ans pour essayer, donc dans la longue durée, pour essayer de détecter les émergences avant qu'elles arrivent dans une zone qui est assez favorable à ça. Ça fait partie des choses qui m'ont aussi inspirée. Moi, j'essaie de monter également un projet dans le Cantal, dans le Massif central, où justement, on n'étudie pas une maladie en silo, parce qu'à chaque fois que j'arrive, on me dit, mais alors quelle maladie? Et je dis, bah non, pas une maladie, je veux voir qu'est-ce qui se passe, comment ce territoire évolue, comment ce territoire réagit aux changements actuels, en étudiant les émergences qui arriveront ou les signaux d'alerte. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est basé sur la transdisciplinarité, puisque c'est vraiment le secteur de l'environnement qui est pleinement intégré pour ces approches de santé.
La deuxième partie, c'est, donc on a vu comment on essaie de faire des recherches à partir du territoire en prenant en compte cette reterritorialisation des maladies. La deuxième partie, c'est comment on pourrait intervenir autrement avec cette landscape immunity, c'est-à-dire comment on ferait advenir des prophylaxies écologiques depuis les habitats et les réseaux trophiques, en se posant la question de quelle synergie écosystémique on active à cet endroit précis, à ce moment précis, pour essayer de lutter contre les maladies. Et ça, c'est des choses qui sont un peu décrites dans la littérature ailleurs, c'est-à-dire qu'on se rend compte que on avait un état, c'est un peu schématique hein, forcément, historique des écosystèmes. Il y a eu des passages des animaux aux humains de maladies favorisées par les changements d'usage des terres, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelles mesures écologiques on pourrait faire pour essayer de réverser ça ou de limiter des nouvelles émergences? Donc ça fait partie des réflexions du moment. Je vais vous donner deux exemples rapidement. Le premier qui est sur la maladie de Lyme, donc transmise par des tiques que vous connaissez tous, mais qui est là aux États-Unis. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que chez nous, puisqu'il y a un réservoir animal spécifique là-bas qui s'appelle la souris à pattes blanches, qu'il n'y a pas chez nous et qui ne fait pas partie du cycle. Donc, en tout cas, là-bas, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait une prolifération de cette maladie, notamment du fait de la prolifération de cette souris à pattes blanches. Et ils se sont rendus compte que cette souris à pattes blanches, elle proliférait particulièrement dans des zones qui avaient été envahies par une espèce, chaque fois j'oublie, la japonaise barberie, l'épine, pas l'épine vinette, mais voilà, une plante qui vient du Japon, qui s'est répandue un peu partout et que, je ne sais pour quelle raison, cette souris prolifère dans ces zones-là. Et donc, pour vous dire, un type d'intervention en santé, on voit qu'il y a quand même un déplacement, a été d'enlever cette plante invasive, d'essayer de voir comment reconstituer, entre guillemets, un écosystème un peu différent et voir si ça diminue les souris à pattes blanches et donc diminue la maladie. Je n'ai pas forcément les résultats, c'est aussi un peu schématique parce que cette reconstruction d'écosystème, ça pose beaucoup de questions. Le but, c'est juste de montrer qu'on peut arriver maintenant à avoir des interventions de santé qui sont en fait des interventions sur l'environnement et je trouve ça intéressant. Deuxième exemple, mais c'est pareil, hein, c'est pas à retenir, c'est juste pour voir le mécanisme. Cette fois, c'est en Australie, le virus Indra, qui est un virus qui passe des chauves-souris aux chevaux et aux humains, une zoonose. Ils se sont rendus compte, en faisant une étude d'ailleurs sur le temps long et de façon intéressante, que les épidémies chez les humains arrivaient les années où il y avait, c'était en lien avec El Niño, les années où les hivers étaient rudes et où il n'y avait pas de fruits, et aussi dans les zones particulièrement déforestées. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des chauves-souris frugivores qui n'avaient plus donc de lieu nourricier. Et donc, ces chauves-souris, dans ces cas-là, au lieu de rester en grande colonie dans leur forêt, elles se splittaient en plein de petites colonies. Elles venaient dans les vergers humains ou plus proches des habitats humains pour trouver des fruits. Et donc, ça contaminait les chevaux, puis les humains, et donc ça faisait des épidémies. Donc, ils se sont dit, on va, pour cela, pour lutter contre ça, dans une approche de santé, on va reconstituer des habitats, des lieux nourriciers de chauves-souris. Alors, ils ont planté, je ne sais plus quel arbre c'était pas non plus, on va dire, écologiquement très pertinent, parce que voilà, c'est une action très ponctuelle, mais ils ont essayé de recréer cet habitat nourricier des chauves-souris. C'était, voilà, un peu pour faire le tour de cette écologie de la santé. On arrive un peu à la fin du début de cette présentation. Donc, j'ai essayé de vous dresser un peu les maladies infectieuses, l'épidémie dans laquelle on est, cette approche une seule santé, ses limites, et puis de voir, voilà, est-ce qu'on peut garder ce mot, mais le faire travailler par des approches écologiques, évolutives et écosystémiques pour essayer de transformer un peu la santé actuelle. La dernière chose que j'aimerais dire sur cette approche One Health, et dont j'ai parlé avec une personne qui est philosophe, Amélie Cadier-Loriot, qui est médecin et philosophe. Alors, en fait, c'est intéressant de se rendre compte que cette approche One Health, elle est là depuis 20 ans à peu près, hein, même si le temps qu'elle s'opérationnalise, et que malgré ça, il n'y a pas ces changements transformateurs qu'on s'attendait à avoir avec une approche avec une telle ambition. Et en fait, ce qu'elle souligne, c'est probablement que cette approche, elle est aussi arrivée sans évolution des valeurs sociétales associées, sans transformation de l'éthique. Parce que c'est pour vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'éthique One Health. Il y a une bioéthique pour la médecine, il y a une éthique de la santé publique pour la santé publique, il y a une éthique de l'environnement pour l'environnement, mais il n'y a pas une éthique, une seule santé. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant parce qu'effectivement, pour qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait une évolution éthique. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de mobiliser autour de ça, et ça me semble très important pour faire évoluer les choses. La deuxième partie, mais qui est plus courte, et on peut m'arrêter aussi si c'est trop long,
C'est plutôt voilà, s'interroger tous ensemble. Voilà, j'avais voulu parler un peu plus de santé, de voir où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, mais s'interroger un peu tous ensemble face aux changements globaux dans lesquels on est. Quand je dis changements globaux, c'est bien sûr changement écologique, changement climatique. Ça pourrait être aussi changement politique plus récemment, mais je n'ai pas forcément des solutions. Mais on peut juste voilà, se demander qu'est-ce qui est en train d'évoluer et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et je pense que ça peut résonner entre ce que vous faites et ce que je fais, donc ça peut être intéressant. Donc, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est quand même un vrai changement de paradigme, c'est cette reterritorialisation des recherches. Et bien sûr, le réseau OSCAR, bien sûr, le réseau Observatoire au milieu et le réseau des zones ateliers sont un bel exemple de ça. Hein. Donc, il y a une vraie reterritorialisation des recherches. Euh, Pourquoi c'est important? Je reprends juste cette phrase en haut de Deleuze et Guattari qui disaient que voilà, une déterritorialisation, c'est d'écrire un processus de décontextualisation d'un ensemble de relations. Et c'est là où vous voyez bien que le laboratoire et les recherches en laboratoire, c'est un peu ça. Et quand on va se remettre sur le terrain et dans un écosystème et dans un territoire, on essaie de se relier à ces relations. Et je pense que donc c'est très important et c'est pas non plus pour rien qu'on en est tous et toutes là à essayer de se reterritorialiser. Je ne vais pas en dire plus. Moi, dans mes aspects, vous l'avez vu dans mes aspects santé, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que ça ferait une reterritorialisation de la santé si on va un peu loin, un peu plus loin. Et justement, on en a parlé, hein, il y a ces répartitions différentes de maladies et se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à étudier les maladies aussi par biorégion, c'est-à-dire par région, par unité, on va dire, paysagère, faunistique, écologique, avec des patterns écologiques, épidémiologiques similaires. Qu'est-ce que ça provoquerait? Qu'est-ce que ça ferait comme chose? J'ai vu que vous, dans Oscar, vous êtes tous sur ce concept de bassin versant, bien sûr. Et effectivement, je me pose aussi cette question de l'intérêt d'une biorégionalisation, c'est-à-dire la biorégion, ce serait voilà, quelque chose qui n'est pas seulement les frontières administratives, mais plutôt des frontières écologiques, une région biologique, et qu'est-ce que ça apporterait. Et c'est aussi dans le concept de biorégion, il y a vraiment la notion de réhabiter, c'est-à-dire réapprendre à habiter un territoire avec les humains et non-humains, et dans des conditions voilà, d'attention. Donc ça me semble raisonner. Et puis, j'avais surtout envie de parler de cet article-là sur les territoires sentinelles, qui me semble assez intéressant, fait par David Blachon, Frédéric Keck et d'autres personnes, notamment avec un lien avec un projet qui a lieu en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, que je mentionne après. Ils repartent du concept de sentinelle, où bon, à l'origine, ça vient plutôt du milieu militaire, de celui qui est posté pour voir arriver les problèmes. Mais en écologie, ça peut être également des espèces animales ou des écosystèmes qui sont sensibles à des signaux précoces et avant-coureurs d'un changement et qui les rendent visibles en tant que menace. Et bien sûr, Frédéric Keck, qui est anthropologue de la santé, lui, il a travaillé sur des poulets justement qu'on ne vaccine pas dans un élevage aviaire plus général où tous les poulets sont vaccinés. Il y en a un qu'on ne vaccine pas. Et si celui-là meurt, on se dit, ah, la maladie est arrivée, il se passe quelque chose. Donc, c'est une sentinelle animale des épidémies. Et ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est qu'il propose, et je vais peut-être aller directement là, qui propose la notion de territoire sentinelle, donc un territoire où une ou plusieurs menaces mettent en danger les caractéristiques du territoire et où on a des dispositifs de surveillance des agents humains ou des agents non humains pour apprécier ce danger, des places, des lieux, des repères à partir desquels on peut sensibiliser le grand public. Et puis le problème devient une préoccupation du territoire qui fait communauté autour de ça, qui est une communauté qui est basée sur le sens du lieu et de la place. Et donc, les signaux et les récits convergent pour mener vers une territorialisation. Et ça me semble assez intéressant. Hein, donc, on repart sur ça, une association entre des humains affectés par des changements écologiques et des non-humains contraints de s'y adapter, enfin des outils qui leur permettent de tenir compte les uns des autres et de répondre collectivement. C'est intéressant en termes de santé, mais je me dis que c'est aussi intéressant de votre côté. Et peut-être il y a surtout cette notion de pas seulement être des sentinelles, mais aussi agir dessus et voilà, pas juste détecter, mais qu'est-ce qu'on fait après. Donc ça, c'est le projet Star Sentinelle. Je vous laisserai regarder. Ce qui me semble aussi un changement de paradigme en plus de cette reterritorialisation, c'est ces recherches de long terme, hein, et qui sont vraiment dans le nom, notamment de Helter, mais dans tout ce qu'on a entendu. Alors après, c'est qu'est-ce qui est le long terme? Est-ce que c'est 50, 10 ans, 50 ans ou les temps géologiques dont on a parlé ce matin? Ça, c'est à nous d'y répondre. Et peut-être juste pour avancer là-dessus, citer cet article de voilà, qu'est-ce qui se transforme dans ces recherches qu'on est en train de faire quand on les reterritorialise, qu'on les met dans un contexte précis, qu'est-ce que ça transforme épistémologiquement?
Et je citerai ici Nicolas Benvenu, qui est un collègue à Sciences Po à Paris, qui est sociologue et qui travaille sur la zone atelier du Val-de-Sèvres et qui essaie qui constate en fait que les nouvelles recherches qui sont déployées sur ces zones-là, elles visent explicitement le changement social via la modification des pratiques des acteurs, et que ça, c'est une vraie bifurcation épistémologique, puisque en sciences, d'habitude, on essayait de regarder, mais on ne visait pas forcément le changement social. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la recherche-action, hein, qui, je pense, en tout cas, moi, m'intéresse particulièrement, et j'essaie de mettre mes projets sous cette bannière-là, qui serait définie, on va dire, pour répondre à une problématique sociale concrète et pour faire advenir des changements transformateurs, qui à la fois, donc, on le voit ici, a une action délibérée de transformer la réalité avec un double objectif, transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces transformations. Ça, c'est quand même une nouveauté. Et cet article-là m'a intéressé, mais je vais juste vous lire la phrase parce que je pense qu'il résume bien à cette phrase-là. Ainsi, comment s'engager avec des acteurs dans un contexte d'incertitude et de futur dont les signes avant-coureurs suscitent le trouble, bien loin d'une innovation parfois idéalisée, s'entendre vers une impuissance et une inaction. Et je pense que ça résonne parfois avec ce qu'on dit sur nos recherches, où on détecte des choses et malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de les transformer. Et la recherche était censée être cette chose innovante. Et puis, peut-être cette dernière phrase aussi, donc toujours sur cette recherche-action participative sur un territoire dans le contexte d'Anthropocène. Hein. L'enjeu se situe moins dans le nombre d'expertises à mobiliser pour résoudre une équation ici non solvable que dans les moyens d'engendrer une action collective éclairée, transformatrice et de prototyper des réponses communes, inclusives et diverses. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant pour nous faire réfléchir. Et j'ai vu que c'était des choses qui faisaient réfléchir certaines d'entre vous dans Oscar, parce que c'est fait partie des thèmes transverses. Ça résonne avec ce qui est proposé dans certains thèmes transverses. Enfin, autre piste, peut-être des recherches participatives et vraiment participatives, parce que effectivement, dans beaucoup de recherches participatives, on est vraiment, donc faire participer les citoyens et citoyennes avec nous dans nos recherches, on est vraiment des fois à une réduction des citoyens à la participation, à la collecte d'informations et de données, sans qu'ils soient impliqués un peu dans le reste de la recherche. Et là, il y a vraiment un appel à plutôt impliquer les citoyens dès le début, dès la définition de la question de recherche, même déjà à répondre à leurs problématiques, des fois, à les impliquer dans le protocole, dans l'analyse des données, dans l'interprétation des résultats, pour aboutir à des recherches vraiment participatives. Et peut-être juste vous donner 2 exemples de choses auxquelles j'ai participé. Une approche qui est en cours, où dans la zone de Montpellier, sur la métropole de Montpellier, où le but, qui a des problématiques, vous doutez, avec le moustique tigre et les risques de maladies vectorielles, parce que s'il y a une zone où la dengue arrive, ce sera sûrement par là-bas. Ça peut être vers Bordeaux, mais ça peut être vers là-bas. Et chaque année, il y a des cas autochtones. Donc, il y a une vraie préoccupation quand même sociétale avec ça. Et l'idée a été de se dire, on ne peut pas laisser toutes les décisions simplement aux communes, aux ARS, etc. Qu'est-ce que ça ferait si on mobilisait les citoyens en leur posant une question, en faisant ce qu'on appelle les conseils citoyens, les conférences citoyennes, vous en avez entendu parler, où on met des citoyens, on les forme avec des expertises contradictoires et on leur demande à la fin de se positionner pour gérer en prévention ou en gestion une situation de crise. Et voilà, le but dans ce projet, c'est d'essayer de lutter contre les maladies infectieuses émergentes en lien avec les moustiques, mais surtout d'amener les citoyens et les citoyennes à développer cette approche One Health, Eco Health, voilà, pas juste se dire il y a des moustiques, il y a des maladies, ils sont nuisibles, mais en fait, ils ont un rôle dans l'écosystème. Si on met des insecticides, ça pose d'autres problèmes en termes de santé. Donc, à leur faire voir cette complexité. Donc, ça, c'est un exemple, on va dire, de recherche participative où on les fait participer. Et puis, il y a ça auquel j'ai participé qui s'appelle Horizontaire, qui était un projet qui a réuni des chercheurs, des associatifs et des citoyens lambda, qui se sont réunis en parallèle d'Horizon Europe, que vous devez connaître, qui est la définition des appels à projets, ceux qui vont définir qu'est-ce qui va être intéressant comme appel à projet en termes de recherche en Europe. Et donc, le but a été de rassembler des gens de différentes disciplines et de se positionner sur, vous voyez, toutes ces thématiques, santé, agriculture, énergie, climat, pour voir qu'est-ce que ça fait quand c'est pas seulement des gouvernements qui se penchent sur quels problèmes, quelles recherches devrions faire pour demain, mais quand c'est la société civile qui s'implique, et on voit que ça a été des choses très différentes qui sont sorties. Et en Belgique, il y a la ville de Bruxelles qui a repris toutes ces propositions pour en faire un vrai appel à manifestation d'intérêt.
Et ça a été très intéressant parce voilà, ça a déboussolé certains chercheurs parce qu'il y a plein de choses qui ont été changées dans les façons d'approcher la recherche. Je vais finir par ça. Qui me semble aussi intéressant, c'est les façons dont on se pose les questions en recherche et que peut-être face aux changements globaux, il y a des façons différentes de se poser des questions. Ça, c'est une autrice américaine, je ne sais plus ce qu'elle est, je pense qu'elle est sociologue, mais je ne suis plus sûre. En fait, elle identifie qu'on se pose des questions en recherche sous la forme de risk assessment, donc d'évaluation des risques la plupart du temps. Et elle propose un changement transformateur vers une évaluation des alternatives. C'est-à-dire que voilà, on se pose des fois des questions de comment réduire les impacts d'un barrage sur un bassin versant, par exemple, ça peut faire partie de vos questions, ou moi, je ne sais pas, comment réduire l'impact de certaines choses sur les émergences infectieuses. Et en fait, elle propose un véritable switch vers poser des questions qui seraient vers quelles alternatives on aurait à tout ça, plutôt que de se dire quels risques et comment limiter les risques. Et je pense que c'est intéressant. Je vais m'arrêter là. Je pense que ce sera déjà suffisant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais sur la définition des biorégions, est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'il serait prévu du coup de s'appuyer sur la société civile pour les définir, de faire venir l'information directement localement? Enfin, comment on pourrait mettre en œuvre ça? Ça paraît super intéressant, mais complexe. Ouais. Oui, alors c'était vraiment pour en parler parce que c'est des pistes et vous voyez, c'est plus des pistes de réflexion qui permettent d'aller au bout de cette notion de reterritorialisation des maladies, plus de faire réfléchir. Sachant que alors moi je réfléchis quand même avec tout le mouvement des biorégions en France, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe aussi avec ça. Et ça me semble important parce que voilà, pour cette notion de faire territoire et de cohérence territoriale, écologique et biologique. Après les biorégions, le problème aussi est toujours dans la définition des limites qui doivent rester floues. Ils le disent, enfin toutes les histoires de biorégions disent qu'il faut que les limites restent floues parce que voilà, c'est très poreux et que c'est difficile de voir. Et après, bien sûr, défini avec les habitants et les réhabitants. Mais c'est plus une perspective qui est mobilisante que, voilà, pour l'instant, que quelque chose qui s'incarnerait vraiment, je pense. Mais plutôt sous la forme de territoire, voilà, de territoire atelier, de territoire laboratoire, comme vous faites déjà pour l'instant. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, c'est plus une réflexion, comment dire, disant justement pousser la réflexion un petit peu plus loin que réellement une question. Tu as beaucoup parlé des maladies infectieuses, mais il y a tout un tas d'autres maladies, notamment des maladies chroniques, sur lesquelles on pourrait aller réfléchir, notamment autour du concept ONS que tu as amené. En fait, il y a plein d'autres concepts dont tu as parlé qui me reviennent, notamment celui des biorégions dont tu as parlé. Moi, je mettrais ça aussi beaucoup en lien avec le concept de pathogénose, qui est super intéressant et qui, en fait, je trouve, fait intégralement partie de la question de ONS. Il me vient aussi à l'esprit le fait que ce qu'on fait beaucoup dans le réseau OSCAR, en suivi, en monitoring de l'environnement, pourrait beaucoup contribuer à des approches en fait, d'expologie, notamment au niveau de l'exposome. Qui du coup concerne peut-être plus là aussi les questions des maladies chroniques que des maladies infectieuses. Donc voilà, je voudrais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus, toi qui est médecin, sur l'ensemble de ces concepts-là, leur interaction, leur intégration en OMS, et comment est-ce que justement un réseau pourrait contribuer à ça. Merci beaucoup, c'est très riche. Oui, je l'ai dit, moi je suis vraiment centrée sur maladies infectieuses et émergentes parce que c'est ma spécialité et que je ne veux pas parler sur des choses que je ne connais pas. Donc effectivement, voilà pourquoi. Mais pour le ONELS, on l'a dit, il y a vraiment tout un tas d'approches, même il y a des approches ONELS et cancer en ce moment, alors je n'aurai pas de choses à vous citer, mais qui vont voilà, au-delà des maladies infectieuses. Sur le concept de pathocénose, c'est exactement ça, c'est vraiment se dire... Mais pour moi, en tant que médecin, par exemple, ça, je l'ai découvert il y a 3-4 ans. C'est-à-dire, en tant qu'écologue, on vous forme sûrement à ça. Mais en tant que médecin, on est dans l'ignorance de ces choses-là. Et c'est là où, en tout cas, voilà, j'ai cette sensation-là. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller vers tout ça. Et pathocénose, oui, c'est juste étudier l'ensemble des maladies dans un écosystème à l'échelle d'un lieu et les interpréter les unes en fonction des autres. Et puis, il y a l'évolution de la pathocénose dans le temps. C'est-à-dire que des maladies d'un moment peuvent favoriser des maladies de quelques années après. Voilà. Donc, c'est vraiment cette notion de pathologie d'un lieu ou quelque chose comme ça. Sur l'exposome, merci d'en parler. Il y a Santé planétaire et l'exposome dont on peut parler rapidement. L'exposome, alors c'est le nouveau truc du moment.
Tout comme il y a eu One Health, là, il y a Exposome. C'est quand même le mot-clé qui, si on ne le met pas dans les appels à projets en ce moment, c'est fini. Donc, moi, je n'avais pas l'habitude, par exemple, de le mettre. Et ben, il va falloir que je m'y mette, parce que même en termes de maladies infectieuses. Oui, mais parce que oui, en plus, oui, mais il est revenu. Voilà, comme souvent, il y a des modes pour ça aussi. Alors après, je ne sais pas ce qu'en pensent d'autres personnes, mais donc voilà. Donc l'exposome, c'est voilà, c'est tout ce à quoi est exposé un individu tout au long de sa vie et même avant sa naissance. Donc dans l'absolu, c'est absolument passionnant parce que c'est voilà, c'est toutes les expositions d'un individu. C'est vrai que ça va plus sur les maladies chroniques, maladies auto-immunes, cancers, voilà, en lien avec pesticides. C'est plus la santé environnementale. Moi, là où ça m'intéresse, c'est que j'aimerais bien que les maladies infectieuses soient plus prises en compte dans la santé environnementale, ce qui est peu le cas, à mon sens. Et donc, du coup, en allant vers l'exposome, peut-être qu'on peut rentrer aussi là-dedans. Ce qui m'embête plus dans l'exposome, c'est que ça peut être des approches aussi très individuelles, très médecine personnalisée, alors que le but, ce serait de faire d'évaluer l'exposition collective et de santé publique et écologique. Voilà. Mais c'est des choses qui se travaillent. Il y a des gens qui ont déjà fait des travaux là-dessus. Sur santé planétaire, parce qu'on n'en a pas parlé, tu l'as mentionné ce matin. Santé planétaire, c'est aussi parce qu'il y a foison de contextes, de concepts. C'est quelque chose qui est apparu dans les années 2015, qui venait de la Rockefeller Foundation, qui est une institution ancienne. C'est censé prendre la santé, penser la santé de façon globale à l'intérieur des limites planétaires et en envisageant aussi la santé des générations futures. Bon, c'est très intéressant parce que ça permet effectivement de se mettre dans les limites planétaires, de donner cette notion de limite. Le problème, à mon sens, c'est que ça reste très anthropocentré. Pour le coup, là, les animaux du One Health et les écosystèmes sont un peu moins pris en compte. Et puis, en tout cas, ce qui se passe aux États-Unis avec cette santé planétaire, pour l'instant, il y a une forme de technosolutionnisme associée. C'est-à-dire qu'il y a la promotion voilà, de steak de soja pour tout le monde, d'arrêter. Enfin, voilà, c'est pas une réflexion holistique, à mon sens, très poussée, mais ça, c'est aux États-Unis, dans le contexte où c'est né. Les gens qui font de la santé planétaire en France essaient de faire évoluer le concept aussi. Encore une fois, voilà, c'est des mots lesquels on prend, lesquels on ne prend pas. Moi, en tout cas, je ne me sens pas vraiment relevée de ça parce que, vous avez vu, j'ai besoin d'aller plus vers cette approche écologique et ça ne me semble pas couvert dans la santé planétaire, mais c'est... Une question qui me taraude souvent, Camille. Donc, on voit bien que l'argument qu'il faut s'intéresser à la santé de la planète, donc des écosystèmes de la zone critique, parce que, in fine, c'est notre propre santé, il est extrêmement puissant. Et dans la sensibilité écologique qui caractérise nos sociétés, je pense que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez. Mais pour autant, comment je fais pour croiser des données de santé épidémiologiques avec des données écologiques, d'hydrologie, de métaux lourds dans les sols, etc. Est-ce qu'on a aujourd'hui des bases de données interopérables qui permettent d'adresser ces problèmes-là autrement qu'à l'échelle globale? Parce qu'il existe des bases de données incroyables à l'échelle globale, etc. Mais comment on atterrit, quoi, vraiment? Oui, merci. Mais c'est peut-être Patrick, tu pourras nous en dire plus, parce que je crois que tu travaillais aussi sur mettre des bases de données, enfin, il me semble interopérables justement. Donc peut-être je laisserai répondre, parce que pour l'instant, non. Enfin, pour l'instant, effectivement, c'est compliqué, c'est des champs à inventer, et c'est, à mon sens, dans la collaboration. Voilà, dans le besoin d'être en collaboration. Moi, dans le Cantal, par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose comme une maison One Health qui naîtrait. C'est-à-dire où moi, je pourrais aller faire mes recherches à côté du médecin, du vétérinaire, mais aussi de la LPO voilà, et qu'on soit tous ensemble sur le même site. Ça veut dire que le matin au café, j'entends parler de ça et donc je peux m'adapter. Il n'y a que cette mise en présence, à mon sens, qui peut faire ça. Mais je sais que Patrick, toi, tu travaillais, il me semble, sur des choses d'adaptation de données. Pas tout seul, c'était au sein du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des règles le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Merci. Donc, vous savez ce que c'est? Non? Bon. Alors, vous avez entendu tous parler du conseil scientifique pour la crise Covid qui était présidé par Delfrécy. Donc, à l'issue de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place son successeur qui n'avait plus pour mission de veiller uniquement sur la Covid, mais sur l'anticipation, la veille et l'anticipation des risques sanitaires avec une approche pluridisciplinaire dans un cadre One Health. C'était explicite dans la lettre de mission. Et donc, on avait capacité d'être saisis sur d'un truc, on s'est auto-saisi sur cette question justement des bases de données de santé. Au départ, on avait vraiment envie d'y aller fort parce que la base de données de santé, nous, on allait jusqu'au bout. C'est-à-dire, bon, dans l'Assemblée, il y avait des écolos, il y avait des médecins, il y avait des vétérinaires, etc.
On y va, et ben, ça nous a calmés, hein. On s'est aperçu qu'on pouvait traiter essentiellement des problèmes multiples sur les bases de données de santé humaines. Donc, on a pondu un avis qui fait, je crois, une quarantaine de pages quand même, hein, circonstancié, donc qui va dans le sens d'avoir une meilleure réactivité sur interopérabilité, accès facilité, capacité de réagir au moment des crises. On a vu au moment de la Covid à quel point les Anglais et les Danois, entre autres, étaient à des années-lumière de meilleurs que nous, hein. Et nous, à quel point toute la partie recherche-action qui doit se faire au moment des crises était complètement empêtrée, hein. Donc, on a un avis, il est structuré, il y a un chantier immense, mais c'est pareil, ça fait partie de ces avis scientifiques qui servent des fois à caler la table de nuit du gouvernement. Bon, voilà. Alors après, si on va vers les bases de santé environnementales ou les bases de santé animales, déjà, on n'a pas de système de surveillance très, très organisé. On a des trucs un peu passifs comme le SAGIR, etc., mais qui est réactif, qui n'est pas du tout proactif. Et là, c'est la misère, il faut le dire. Bon, donc après, on peut tirer parti de ce qu'on a, mais pour répondre à ta question, le chantier est colossal. Et puis l'accès aux données de santé est impossible en France. Alors voilà, parce que c'est la SECAM, c'est Santé publique France, c'est l'INSERM, c'est etc., etc. Chacun, même les chercheurs de l'INSERM ont du mal, parce qu'à chaque fois, c'est des comités d'éthique, il y a la commission informatique et liberté, etc. C'est long. Oui, même quand on est médecin, c'est dessus. Mais bon, c'est déjà le site, médecin. Toujours. Ouais. D'ailleurs, tu parlais, tu as mentionné aussi les maladies qui ont émergé dans les années 80 comme le sida, et l'association ACT UP avait fait un gros travail en fait, parce que c'était des populations marginalisées en fait, qui subissaient cette maladie, et qui en fait a été extrêmement active pour les avancées en médecine. Mais en même temps, ces mouvements-là demandent une énergie énorme. Et du coup, est-ce que dans One Health, on reste dans le compartiment humain, mais est-ce qu'il y a toujours une place qui est pensée pour, on pourrait appeler les patients experts? Alors, sur les patients experts, j'ai l'impression, sur les maladies infectieuses, pas tant. C'est plutôt sur les maladies chroniques, maintenant, où les patients experts ont une grosse place, et sur les maladies auto-immunes, des choses comme ça, mais sur les maladies infectieuses, moins, à part tout le côté Lyme, où il y a eu des polémiques, donc les gens ont réussi. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette question, c'est en fait de me rendre compte, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille en ce moment, que ce soit Mpox récemment, qui a touché aussi la communauté homosexuelle, donc qui a été un peu un rappel du sida des années 80. En fait, c'est de se rendre compte que, par exemple, dans les années 80, toutes les mobilisations d'ACT UP, elles ont été sur des revendications médicamenteuses, et ils ont eu raison, hein, et sociales, c'est-à-dire de stopper les stigmatisations et d'avoir accès à des médicaments. Et c'était une des plus belles mobilisations qui a abouti à des vrais progrès de santé. Et on l'a encore vu là pour le Mpox, où en fait l'épidémie s'est arrêtée grâce à la mobilisation de la communauté homosexuelle. Ça serait tombé dans la communauté hétérosexuelle, ça n'aurait pas été du tout traité de la même façon. Donc il y a des communautés qui sont capables de mieux répondre. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que ces communautés n'ont pas du tout posé la question des déterminants écologiques de cette maladie. C'est-à-dire qu'à l'origine, le sida est une zoonose et qu'il n'y a pas eu de mobilisation de cette communauté-là sur ces aspects-là. C'est-à-dire en disant, nous, on ne veut plus d'un nouveau sida. Les déterminants écologiques, c'est cela, on va lutter. Donc moi, j'ai été intéressée de me rendre compte que la mobilisation, elle est sur ces aspects sociaux, médicaux, absolument nécessaires, encore une fois. Et ils ont fait un gros travail. Mais moi, il me manque cette mobilisation écologique qui dit, on ne veut plus de zoonose. Et donc, vous voyez, s'il y avait eu peut-être cette mobilisation pour le sida, on n'aurait peut-être pas eu le Mpox après. En tout cas, c'est des choses qui m'intéressent.